Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir ensemble le cours et le TD des troubles de la conduction. Pour commencer, un petit rappel anatomique et physiologique. Donc le cœur étant doté d'une activité électrique spontanée, c'est le nœud sinusal qui assure cette fonction, donc c'est les pacemakers du cœur. Donc ce nœud sinusal est doté d'une activité électrique spontanée qu'il va générer. Elle est ensuite transmise à l'oreillette droite puis gauche, donc assurant la dépolarisation des oreillettes. Donc cette dépolarisation va être acheminée aux cellules ventriculaires à travers le tissu de conduction, donc nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, puis branche droite et gauche. Donc sur le plan électrophysiologique, vous avez cette dépolarisation spontanée du nœud sinusal qui est ici. Donc, il va générer une activité électrique au niveau du nœud sinusal qui sera transmise ensuite aux cellules ventriculaires sur le CG de surface. Donc, la dépolarisation des oreillettes correspond à l'endotée. Donc, le temps que va mettre la dépolarisation pour dépolariser les oreillettes puis arriver jusqu'au ventricule correspond au PR, donc c'est le temps de conduction auriculo-ventriculaire, qui est début de l'entrée jusqu'au pied du QRS. Ensuite, vous avez la dépolarisation des ventricules qui se traduit par le QRS sur le CD de surface. Et enfin, une endotée qu'on voit ici et qui, elle, correspond à la repolarisation des cellules ventriculaires. Donc, vous comprendrez aisément que toute atteinte de ces structures, donc nœud sinusal ou tissu de conduction, va se traduire par des troubles de la conduction. Donc, une atteinte du nœud sinusal ou un dysfonctionnement sinusal correspond à des blocs sino-auriculaires. Une atteinte de la conduction auriculo-ventriculaire va correspondre à des blocs auriculo-ventriculaires. Et toute atteinte au tissu de conduction ventriculaire va se traduire par des blocs de branche. Pour commencer, les blocs sino-auriculaires, il en existe 3 degrés, le premier, le deuxième et le troisième degré. Donc pour ce qui est du premier degré, on ne note rien sur le CG de surface. Donc concernant le bloc sino-auriculaire du deuxième degré, donc, on notera une interruption de façon intermittente des ondes P ou bien de l'activité sinusale si vous voulez. Il en existe 2 types, un type 1 de Blumberger et un type 2. Donc, le type 1 est caractérisé par des périodes de vent et bac, on verra ce que c'est par des exemples. Et le type 2, c'est une interruption intermittente de l'activité du nœud sinusal qui va se traduire par des pauses. Ces pauses-là seront des multiples des intervalles PP de vague. Et pour finir, donc le BSA de troisième degré, donc le rythme sinusal va s'interrompre et sur un ECG de surface, on notera une disparition des ondes P et l'activité électrique étant assurée par des rythmes d'échappement qui peuvent être auriculaires, jonctionnels ou ventriculaires. Donc, premier exemple, donc bloc sino-auriculaire de deuxième degré de type 1. Donc, regardez ici, donc sur le tracé ECG, donc vous avez un rythme sinusal ici, donc P QRS, donc on P sinusal QRS, P sinusal QRS. Et là, on note en vide. Et quand on analyse ce vide, en agrégat, on remarque qu'il n'y a pas d'onde-P, donc il y a une onde P qui manque. Et quand on revient en arrière, donc on voit que la fréquence cardiaque a tendance à augmenter. Et l'intervalle PP qui encadre la pause, donc regardez, donc PP n'est pas un multiple des PP qui ont précédé. C'est ce qu'on appelle une période de ventilation. Donc ici, quand on va voir un BSA de deuxième degré de type 2, donc pareil, donc les BSA de deuxième degré, on l'a déjà dit, donc c'est des interruptions de l'activité sinusale ou des ondes P sinusales et sinusaux qui vont manquer sur un tracé ECG. Donc regardez ici, il y a une pause
Et quand on analyse cette pause, donc on note que l'intervalle pp qui encadre la pause est un multiple de l'intervalle pp qui l'a précédé, c'est-à-dire ici, par exemple, donc le pp est égal à 2 fois le pp qui l'a précédé. Donc en gros, il y a une seule en p qui monte ici. Et la période qui précède la pause est une période qui est stable, fixe, il n'y a pas d'augmentation ou de diminution de la fréquence temps. Et pour finir, donc le BSA de troisième degré, donc c'est plus simple, donc il y a une disparition des ondes P sur le tracé ECG, donc regardez ici, donc il n'y a pas d'onde P, puis on note une réapparition ici de quelques ondes P, ensuite une disparition des ondes P, et le rythme est un rythme d'échappement jonctionnel ici. Donc là on vient de voir les blocs sino-auriculaires, donc on va passer aux blocs auriculo-ventriculaires, donc qui eux sont la résultante d'une atteinte du tissu de conduction auriculo-ventriculaire. Donc là aussi il en existe 3 degrés, donc le BAV de premier degré, le BAV de deuxième degré, et pour finir le BAV de troisième degré et le BAV complet. Donc on va commencer par le BAV de premier degré qui est le plus simple. Donc le BAV de premier degré va se traduire sur un ECG de surface par un prolongement du PR qui est constant, donc c'est important, donc le PR est allongé et constant, donc, et il est supérieur à 0,2 secondes. Donc le BAV de deuxième degré, donc il en existe deux types là aussi, donc le Mobitz 1 et le Mobitz 2. Donc le Mobitz 1, donc, on va noter sur un ECG de surface un allongement progressif du PR jusqu'à interruption de la conduction, c'est-à-dire jusqu'à apparition du nombre P qui n'est pas suivi d'un QRS, on dit que ton P est bloqué. Le Mobitz 2, donc c'est un blocage inopiné des ondes P, donc on verra quelques exemples. Et pour finir, donc le BAV de troisième degré, où on note une dissociation auriculo-ventriculaire. Donc c'est quoi? Donc c'est des ondes P qui ne seront pas conduites, et on aura une activité électrique à l'étage auriculaire qui est complètement dissociée de celle de l'étage ventriculaire. Donc voilà, donc premier exemple, BAV du premier degré. Donc regardez, donc le PR est allongé et de manière fixe, donc il n'y a pas de variation de PR. Donc ici on note un PR qui est supérieur à 0,2 secondes. Deuxième exemple, donc un BAV de deuxième degré Mobitz 1. Donc regardez, donc, le PR ici à l'état de base est allongé et il continue à s'allonger jusqu'à blocage d'onde P. Donc sur le deuxième tracé c'est encore plus visible. Donc regardez la différence qu'il y a entre ce PR là et ce PR-ci, et on finit par avoir une onde P qui est bloquée, puis l'activité repart ici comme là. Donc troisième exemple, donc un BAV de haut degré, donc ici c'est un BAV 2 pour 1, donc vous avez une onde P qui est conduite, puis une onde P qui est interrompue ou bloquée son QRS. Donc pareil, un autre exemple de BAV deuxième degré Mobitz 2. Donc regardez ici le tracé. Donc, vous avez une onde P conduite, puis une onde P bloquée, une onde P conduite, une onde P bloquée, et ici une séquence où on a deux ondes P conduites et une autre P bloquée, et vous noterez là aussi que le PR est fixe. Donc ce n'est pas un BAV deuxième degré de type Mobitz 1, mais bien un BAV deuxième degré de type Mobitz 2, parce que le PR est fixe, il n'y a pas d'allongement progressif du P.
Donc pour finir le chapitre des blocs auriculo-ventriculaires, donc voici un BAV de 3e degré ou un BAV complet. Donc regardez ici. Donc vous avez les dents de P ici, là, là, ici, ici, noyé dans la de P, ici, ici. Et quand on analyse les PR, donc les PR ne sont pas fixes du tout. Vous avez un PR qui varie. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ces ondes de P ne sont pas conduites et que les QRS sont complètement indépendants de la dépolarisation auriculaire. Donc ici, on a une dissociation auriculo-ventriculaire complète. Donc, au final, c'est un DAV de 3e degré ou un DAV complet. Donc maintenant, on va passer au bloc de branche. Donc, qu'est-ce qu'un bloc de branche? Donc, un bloc de branche, donc c'est un retard, un blocage de la conduction dans une des branches du réseau de conduction. Donc, comme vous le savez, donc, il y a deux branches, donc une branche droite et une branche gauche. Donc la branche gauche se divise en deux. Donc une branche dite antérieure gauche et une branche dite postérieure gauche. Donc les troubles qui vont survenir sur la branche droite sont dits bloc de branche 3, donc peut être complet ou incomplet. Pour ce qui est de la branche gauche, on parle de bloc de branche gauche, donc là aussi complet ou incomplet, on verra après. Et pour ce qui est des branches postérieures ou antérieures gauche, donc là on parle non pas de bloc de branche, mais demi-bloc postérieur ou antérieur gauche. On va commencer par le bloc de branche 3. Donc la première condition pour parler de bloc de branche, donc que ce soit des blocs de branche droit ou gauche, donc il faut que le rythme soit supra-ventriculaire. Avec un PR qui est supérieur ou égal à 0,2 secondes. Donc en d'autres termes, on doit s'assurer que la conduction vient des oreillettes et passe réellement par le tissu de conduction. Donc ensuite, donc on note un élargissement du QRS. Donc on parle de bloc de branche complet quand cet élargissement est égal ou supérieur à 0,2 secondes et de bloc incomplet quand cet élargissement est égal ou supérieur à 0,08 secondes et inférieur à 0,12 secondes. Donc, on note dans les blocs de branche 3, donc que ce soit des blocs de branche 3 complets ou incomplets, d'un aspect R, S en S, R' ou R' en V1 et d'un empattement de l'onde S en V1, V6. Voilà à quoi ça correspond. Donc ici vous avez une onde P sinusale et un PR supérieur à 0,2 secondes. Donc il y a un aspect R, S, R' avec un empattement de l'onde S en V6. Donc je répète, donc R, S, R' en V1 et un empattement de l'onde S, il y a un élargissement de l'onde S en V6. Voilà un tracé ECG où vous avez d'abord un rythme sinusal ici, donc un PR qui est supérieur ou égal à 0,12 et un aspect R, S, R' en V1 avec un empattement de l'onde S ici en V6. Donc ceci correspond à un bloc de branche 3. Donc il est dit complet tout simplement parce que la durée du QRS est supérieure à 0,12 secondes. Donc les blocs de branche gauche, donc même condition initiale, donc un rythme supraventriculaire avec un PA supérieur à 0,12 secondes, donc un élargissement du QRS. Donc pour faire simple, on va dire c'est les mêmes durées, donc 0 supérieur ou égal à 0,12 secondes pour dire que c'est un bloc de branche gauche complet, et entre 0,08 et 0,12 secondes pour dire que ces blocs sont incomplets.
Et par rapport aux aspects, donc un aspect R exclusif ou un aspect dit en M, en V6 cette fois-ci et V1, et un aspect QS de V1 à V3 avec des ondes T négatifs de V4 à V6. Donc voici un exemple. Bon, pareil, donc on commence par le rythme, donc un rythme ici sinusal avec un PR qui est supérieur ou égal à 0,2 secondes. Et vous noterez donc l'aspect en M en V6 et des ondes T négatives et symboliques et un aspect QS, c'est-à-dire en gros la première déflexion du QRS étant une déflexion négative et en V1, V2. Donc ce bloc est complet là tout simplement parce que la durée ici elle est supérieure à 0,12 secondes. Donc brièvement, donc les n-blocs, donc l'n-bloc antérieur gauche, donc on va noter une déviation axiale gauche au-delà de moins 30 avec un aspect Q1 S3. Donc voici un exemple. Donc, vous avez un complexe QRS ici qui est négatif, donc négatif en AVF et positif en V1. Donc on est dans le cadran supérieur droite du double triaxe de Bailey-Cadrea avec un complexe qui est franchement négatif en V2, donc un axe au-delà de moins 30. Donc il est calculé ici à moins 50. Donc premier critère établi, donc déviation axiale gauche au-delà de moins 30 avec un aspect dit de donc S. Ici vous avez une concurrence en AVL, une concurrence V1, donc c'est Q1 et S3, donc vous avez une S profonde en V3. Donc je répète, premier critère, déviation axiale gauche au-delà de moins 30, donc on l'a vu, et ensuite donc un aspect S1 Q3, donc, Q1 S3, donc une onde Q ici en V1 et une onde S profonde en V3. Donc pour ce qui est du l'hémibloc postérieur gauche, donc c'est l'inverse. Donc vous avez une déviation axiale droite, donc au-delà de 90 degrés, et un aspect S1 Q3. Donc voilà un ECG de déviation. Donc vous avez un rythme sinusal, donc il y a le sinusal ici. Donc on va calculer l'axe du cœur. Donc vous avez un complexe QRS négatif en V1 et un complexe QRS positif en AVL. Donc on est dans le cadran inféro-gauche, soit un axe au-delà de 90 degrés. Et quand on regarde en V3, donc vous avez cette onde Q ici et une onde S profonde en V1, donc un aspect S1. Voilà, donc les deux critères sont réunis, donc une déviation axiale droite au-delà de 90 degrés et un aspect S1 Q3 qui nous font dire que ceci est un hémibloc postérieur gauche. Donc on a fini de voir les aspects ECG des troubles conductifs. Donc maintenant on va voir un peu de clinique. Donc on va commencer par les dysfonctions sinusales. Donc il faut bien interroger les patients et voir quels sont les antécédents de ces derniers pour justement pouvoir s'orienter et trouver l'étiologie de ces dysfonctions. Donc quels sont les signes fonctionnels? Donc ça va des patients asymptomatiques. Dans les formes graves, donc on peut noter des hypotonies et des symptômes qui sont dus à des pauses prolongées ou à des bradycardies. Donc des palpitations dues essentiellement à l'irrégularité du rythme qui peut accompagner ces troubles cognitifs, voire des troubles cognitifs quand ces patients ont des fréquences cardiaques longues et qui sont âgés et que cela dure depuis longtemps. Ça peut amener des troubles cognitifs chez ces patients chroniques. Donc à l'examen clinique, donc on note un
trou qui est long, donc en général inférieur à 60 blocs minutes, donc c'est des bradycardies. Donc il faut examiner les patients de la tête aux pieds pour essayer de voir un peu et rechercher une cause à ces troubles de la conduite. Donc les étiologies, donc brièvement, donc les étiologies les plus fréquentes, donc les médicaments, c'est pour ça qu'il faut bien interroger les patients sur les antécédents. Les troubles ioniques, donc c'est très important, donc surtout chez les patients qui ont de l'insuffisance rénale. Donc l'étiologie dégénérative qui est la plus fréquente chez les sujets âgés, donc le malaise vagal et les infarctus. Donc cette liste n'étant pas exhaustive, je vous ai mis les étiologies les plus fréquentes. Donc pour ce qui est des blocs auriculo-ventriculaires, j'ai gardé le même schéma. Donc, bien interroger le patient. Les signes fonctionnels sont un peu similaires, donc ça va des sujets asymptomatiques dans les formes graves, donc les hypotonies et les symptômes, et les troubles cognitifs chez les sujets âgés avec des bradycardies en gros. Donc l'examen clinique, pareil, donc il faut essayer de voir s'il y a des anomalies pour s'orienter. Et pour ce qui est des étiologies, donc même chose, donc les médicaments, les troubles ioniques, l'étiologie dégénérative chez le sujet âgé, donc le malaise vagal et l'infarctus du myocarde. On a rajouté à ça deux entités, donc qui est l'endocardite infectieuse avec le fameux abcès septal interrompre la conduction auriculo-ventriculaire, et les BAV congénitaux, donc c'est les BAV du nouveau-né, des nerfs lepiques avec des anticorps anti-SSA qui vont attaquer le tissu conductif du bébé et générer des blocs auriculo-ventriculaires à la naissance. Donc les examens complémentaires, que faut-il demander face à des troubles conductifs? Donc un ionogramme, donc une calcémie, un bilan standard fait d'une fonction rénale, bilan d'hémostase informée, donc des troponines, un bilan thyroïdien, donc un TSH ultrasensible, une radiographie du thorax et une échographie. Donc ça c'est un bilan qu'il va falloir demander chez tout le monde. Et pour certains cas, donc, on peut approfondir l'étude par des auteurs, voire des études électrophysiologiques. Donc maintenant on va passer à la thérapie. Donc en quoi ça consiste? Vous avez des sujets qui sont bradycardes et ils peuvent relever d'une prise en charge urgente. Donc dans quel cas de figure? Donc quand les bradycardies sont très importantes, voire quand les pauses sont très longues. Donc ces patients-là peuvent venir dans des états de mal syncopal ou de syncopithérapie. Donc cet état exige une prise en charge urgente en unité de soins intensifs cardiologiques. Donc il est très important, donc, à côté du traitement symptomatique qui va consister à accélérer le cœur par des moyens médicamenteux ou par une stimulation temporaire, de traiter aussi la cause sous-jacente qui, elle, peut être encore plus grave, voire plus urgente que le trouble conductif. Il faut penser à l'IBM, il faut penser aux hypercalémies. Et si on ne corrige pas ces causes-là ou ces étiologies, on ne peut pas soigner le trouble conductif. Donc pour revenir au traitement d'urgence, il en existe deux types. C'est les traitements médicamenteux qui ont vocation à accélérer le cœur, soit de l'atropine, donc le mécanisme est essentiellement vagal, ou bien le plus souvent des catécholamines type isoprénaline, de l'ibuprane. Quand ceci n'est pas suffisant, donc il y a indication de mettre une sonde de stimulation temporaire qu'on met par voie veineuse, donc le plus souvent par la veine fémorale, et on achemine une sonde au niveau du ventricule droit, à travers laquelle on va délivrer une activité électrique. Donc voici un exemple d'un patient qui s'est présenté au niveau des urgences pour un trouble
conductif et chez qui on retrouve un infarctus inférieur, asténie inférieur. On procède à la mise en place d'une sonde de stimulation que vous avez ici, voilà, qui est orientée tout droit. Et voilà la coronarographie, donc vous avez une occlusion thrombotique de la coronée à droite. Donc on débouche cette coronée à droite et vous mettrez, voilà, donc vous mettrez qu'après avoir débouché cette coronée à droite, on a pu enlever la sonde de stimulation parce que tout simplement le patient a repris une activité électrique normale, la cause de ce trouble conductif étant traitée. Voilà, donc ça c'est le résultat. Donc pour ce qui est des traitements définitifs, donc on a parlé du traitement d'urgence qui est le traitement médicamenteux et le traitement électrique par stimulation temporaire. Donc en plus du traitement étiologique, donc vous avez la stimulation cardiaque définitive dans les troubles conductifs permanents. Donc, cette stimulation consiste en quoi? Ben, elle consiste en la mise en place d'un pacemaker, en gros une pile. Donc, le pacemaker étant un stimulateur qui est implanté par voie percutanée. Donc on fait une petite incision au niveau de la région pectorale. Donc on confectionne une poche dans laquelle on va mettre le pacemaker. Et pour ce qui est des sondes, donc voilà, je vais vous montrer ça sur un petit schéma. Voilà. Donc, vous avez le pacemaker qui est ici. Donc on implante en sous-cutané, on ponctionne une veine sous-clavière. Et on introduit des sondes à l'intérieur qu'on va mettre au niveau des cavités. Donc vous avez des pacemakers dits monochambre, où on ne met qu'une seule sonde dans une cavité droite, donc l'oreiller droit ou ventricule droit. Et vous avez des pacemakers dits double chambre, où on implante deux sondes, donc une dans l'oreiller droite et une autre dans le ventricule droit. Voilà une radiographie thoracique de face. Donc montrons un pacemaker ici double chambre. Donc, vous avez le pacemaker ici au niveau de la région pectorale. Et vous avez deux sondes, donc une dans l'oreille droite et une deuxième donc, qui est elle dans le ventricule droit. Et pour finir, donc, je vais vous montrer à quoi correspond un électrocardiogramme d'un patient stimulé. Donc ici, il y a un ECG de surface d'un patient qui a un pacemaker double chambre. Donc vous avez regardé ici donc, ce qu'on appelle des spikes. Donc c'est l'activité électrique qui est générée par le pacemaker. Donc ici un spike auriculaire et là un spike ventriculaire qui va dépolariser les ventricules. Et